Tu ouvres les yeux au milieu des caquettements hystériques des poules et des pleurs d'un bébé qui résonnent depuis le fond du couloir. Félicitations, tu te réveilles dans une insula romaine, la version antique d'un immeuble d'habitation. Imagine une sorte de piège mortel à plusieurs étages, maintenu ensemble par la poussière, les prières et une architecture plus que douteuse. T'habites probablement au 3e ou 4e étage, ce qui est une mauvaise nouvelle. Plus tu montes, plus t'es pauvre et plus t'as de chances que ton plafond s'effondre quand quelqu'un renversera de l'huile d'olive au-dessus de toi. Ta chambre est minuscule, pas plus grande qu'un dressing, avec des murs en pierre qui transpirent l'été et gèlent l'hiver. Pas de fenêtre, juste un petit trou qui laisse passer l'air, la fumée et de temps en temps un pigeon. Le matelas est bourré de paille et de poux, la couverture sent la laine humide et les regrets. Pas de meubles, pas de déco et surtout pas de cuisine. Cuisiner à l'intérieur est interdit, un petit feu pourrait embraser tout l'immeuble et les normes de sécurité incendie n'ont pas encore été inventées. Tes seuls biens, une tasse en argile, une tunique usée et peut-être un peigne en bois, si t'es d'humeur fancy. Pas de toilette, ni dans ta chambre, ni dans l'immeuble. Ton pot de chambre trône dans un coin, te jugeant en silence. Va falloir le descendre par l'escalier étroit et branlant pour le vider dans le caniveau de la rue, en espérant ne pas glisser et ajouter ton corps aux offrandes matinales. Ah, et les murs sont en papier à cigarette, tu entends ton voisin prier, tousser, se disputer avec sa femme et, malheureusement, ne pas se disputer avec sa femme, si tu vois ce que je veux dire. L'air est lourd de fumée, de moisissure et du parfum caractéristique de l'humanité non lavée. Quelqu'un est déjà en train de faire du pain en bas, mais t'es pas invité. Les vendeurs ambulants gueulent les prix des figues et des abats de poissons, un centurion lointain aboie des ordres à quelqu'un qui est probablement déjà en train de saigner. T'as même pas mis un pied dehors et t'es déjà en sueur, tu grattes et t'inhales probablement de la poussière de plomb provenant de la plomberie. Bienvenue dans la journée de travail romaine. T'es pas un empereur, t'es pas un gladiateur, t'es juste une âme en peine dans un taudis surpeuplé, qui essaie de ne pas tomber dans l'escalier ou de s'attirer les foudres d'un dieu de la ville avant midi. Et il te reste encore 23 heures à tirer. Maintenant que t'as survécu à la descente de l'escalier bancal de ton insula, il est temps de s'attaquer au deuxième problème le plus urgent de la matinée, ta vessie. Évidemment, pas de salle de bain dans ton appart, ni lavabo, ni chasse d'eau, même pas un seau digne de ce nom. À la place, tu traînes dans la rue, pot de chambre dans une main, pudeur dans l'autre, en direction de la latrine la plus proche, la version romaine des toilettes publiques. Et le mot « public » est un euphémisme. C'est un club social pour inconnus qui n'ont pas peur de se regarder dans les yeux en faisant leurs besoins. T'arrives et tu trouves un long banc en pierre avec des trous découpés dedans. En dessous, un petit canal laisse couler de l'eau, juste assez pour emporter la honte collective des classes inférieures de la ville. Tu t'assois, si t'oses, et t'espères que la personne à côté de toi n'a pas envie de papoter. Intimité, 0. Porte, absolument pas. Les gens traitent ça comme une place de village, avec une acoustique en prime. Des hommes d'affaires discutent des prix du grain en étant accroupis, un soldat à la retraite raconte sa sciatique. Pendant ce temps, toi, t'essaies juste de ne pas regarder juste en face de toi, ou un autre mec mastique des olives en te fixant droit dans les yeux. Ensuite, vient le clou du spectacle, le tersorium. C'est une éponge communautaire au bout d'un bâton, trempée dans un seau de vinaigre ou d'eau salée. En théorie, tu la rinces avant de l'utiliser. En pratique, disons juste que l'éponge en a vu des choses innommables. T'essuies, hésitant, et t'espères que le vinaigre a fait son job. Si t'as de la chance, t'as peut-être apporté ton propre chiffon. Si t'es riche, peut-être de la mousse. Mais y a de fortes chances que t'aies juste utilisé ce que tout le monde utilise et que maintenant tu trimbales la honte silencieuse d'une hygiène partagée. Et si tu penses pouvoir zapper ce rituel en allant dans une ruelle, détrompe-toi. Les lois contre la miction publique existent, les amendes sont réelles et la police romaine n'est pas connue pour ses avertissements subtils. Une fois que t'as fini, tu te laves les mains. Attends, non, tu te laves pas. Y a pas de savon, pas d'eau courante, juste un rinçage au bassin communautaire qui a vu plus de doigts qu'une compétition de poignées de main. Tu quittes les latrines, plus léger et légèrement plus mort à l'intérieur. Mais bon, c'est Rome. Et maintenant, c'est l'heure du petit déjeuner, si on peut appeler ça comme ça. Donc, t'as fait tes besoins du matin et t'as réussi à ne pas tomber dans un caniveau ou à te faire arrêter.
Impressionnant. Maintenant, c'est l'heure du petit déjeuner, le repas le plus important de la journée. Sauf si t'es romain, auquel cas c'est plutôt une formalité polie avant le boulot et la misère. Bienvenue à Liantaculum, le festin matinal romain qui consiste en précisément deux choses, du pain rassis et du vin coupé à l'eau. Parfois, il y a du fromage, parfois des olives, mais le plus souvent, il y a juste de la déception. Oublie le café, les Romains n'en avaient pas. Pas d'œufs, pas de bacon, pas de pancakes et surtout pas de latte au lait d'avoine. Le petit déjeuner n'est pas censé être satisfaisant, il est censé ne pas te tuer. Ton pain est probablement du panis rusticus, une grosse motte de céréales et de gravillons, cuite hier ou avant-hier. Il est suffisamment dense pour être considéré comme une arme et sa texture est semblable à celle du calcaire. Le vin est dilué, parce que même eux savaient qu'être bourré avant le lever du soleil dans la Rome antique était une mauvaise idée, sauf si t'étais sénateur. Y a pas de cuisine dans ton appartement, alors tu manges ce repas debout dans la rue ou accroupi près d'une fontaine, aux côtés d'autres citoyens tout aussi peu enthousiastes, en rongeant du pain comme de l'écorce d'arbre sans saveur. Si t'as un peu d'huile ou une tartine de garum, la fameuse sauce de poisson fermentée de Rome, alors félicitations, t'as ajouté une horreur aromatique à ton repas déjà déprimant. Si t'es riche, t'as peut-être des fruits ou du miel, mais tu le es pas. T'es un citoyen romain normal, juste assez riche pour ne pas être esclave et juste assez pauvre pour envier la cruche de lait de chèvre cassé de ton voisin. Parfois, des vendeurs passent en vendant des beignets de pois chiches chauds ou des pâtisseries au miel et pendant un instant, t'as de l'espoir. Mais tu te souviens que ta bourse est plus vide que la compassion d'un gladiateur, alors tu mords ton pain et tu prétends que c'est un gâteau. Et c'est comme ça que la journée commence, avec des glucides, une légère déshydratation et une prise de conscience grandissante que t'es sur le point de marcher 11 km en sandales romaines, avec rien d'autre que des miettes rassis dans l'estomac et un coup de jus du vin de la veille. Ça ne s'améliore pas, parce que maintenant, il est temps d'aller au boulot. Après ton copieux petit déjeuner de pain et de léger désespoir, il est temps d'affronter la journée de travail romaine. Et soyons clairs, à moins que t'es sénateur, poète avec un mécène ou un des rares chanceux qui a hérité d'une terre d'un oncle mort sans héritier, tu bosses. Et tu bosses dur. T'es peut-être ouvrier, porteur, potier, briquetier, éboueur ou, si t'as vraiment pas de bol, égoutier. Rome a besoin de beaucoup de choses, des routes, des aqueducs, des temples, des thermes. Et quelqu'un doit les construire. Ce quelqu'un, c'est toi. Avec tes mains nues, sous le soleil, en portant des sandales qui offrent autant de soutien de la voûte plantaire qu'une feuille trempée. La journée de travail romaine commence tôt, très tôt. Le soleil est à peine levé, mais le contremaître est déjà en train de gueuler en latin et d'agiter un bâton. Si t'es en retard, t'es privé d'une journée de salaire, ou pire, battu, humilié ou viré, ce qui, en termes romains, veut dire que tu crèves de faim avec honneur. Tes outils sont basiques, tu creuses avec une pelle faite d'échardes et de prières, tu portes des briques sur ton dos et tu tires de l'eau d'une citerne qui sent les vieilles chaussettes et l'ambition. Y a pas de gants, pas de casque, juste de la sueur, de la poussière et la conscience constante qu'un seul faux pas pourrait écraser la colonne vertébrale et ta carrière simultanément. Et si t'es artisan, bonne chance. Tu concurrences des centaines d'autres qui vendent les mêmes pots en argile, les mêmes sandales ou les mêmes tuniques bon marché. La surenchère est courante et la qualité n'a pas d'importance. Si un citoyen plus riche décide qu'il n'aime pas ta tête, c'est tout. Même les boulots plus élevés, comme messager, comptable ou professeur, ne sont pas glamour. Soit tu cours dans les rues chaotiques de Rome avec des parchemins sous le bras, soit tu écris des chiffres pour quelqu'un qui oubliera ton nom, soit tu essaies d'enseigner le latin à un groupe d'enfants de sénateurs qui se prennent déjà pour des dieux. Les femmes, elles aussi, elles bossent. Elles filent, tissent, vendent des légumes ou gèrent des étals dans les marchés, en plus d'élever les enfants, de gérer le foyer et de ne pas mourir pendant l'accouchement. Du multitâche avant que ça ne soit cool. Et après tout ça, t'as une courte pause pour le déjeuner. Peut-être. Si ton superviseur n'est pas de mauvaise humeur ou en train d'impressionner un préfet en visite. Donc, oui, tu bosses. Ou tu meurs en essayant. Rome est peut-être éternelle, mais ton dos ne le sera pas. T'as réussi à passer la matinée sans t'évanouir ou te faire fouetter. Maintenant, il est temps de naviguer dans la rue romaine antique, un parcours chaotique et bondé, conçu par quelqu'un qui détestait manifestement l'espace personnel et la santé publique. Imagine,
le soleil est haut, la ville vibre et la rue est vivante. Pas de façon poétique, de façon littérale. Rats, mouches, chiens errants, bétail, mendiants, marchands qui gueulent dans 6 langues, enfants qui courent partout, voleurs qui font semblant d'aider les vieilles dames tout en te piquant ta bourse. C'est comme Times Square, si Times Square n'avait pas de plomberie et que tout le monde trimballait une chèvre. Parlons infrastructure. Les routes romaines étaient des merveilles d'ingénierie, parfaitement droites, magistralement pavées et généralement remplies d'un mélange d'urine, de vin renversé, de vomi, d'excréments d'animaux et des restes de garum de la veille. Le milieu de la rue sert de caniveau à ciel ouvert. Sors du trottoir surélevé sans regarder et félicitations, tu viens de baptiser ta sandale dans les eaux sacrées de la misère humaine. Des charrettes passent en cliquetant, sans limitation de vitesse, sans passage piéton et sans aucune conscience. Ils ne s'arrêtent pas pour les piétons. En fait, la loi romaine interdisait la circulation des chariots lourds pendant la journée en ville, ce qui veut dire que les conducteurs foncent la nuit, dans le noir, sans frein, comme des conducteurs de chars avec une échéance à respecter. Si tu n'es pas écrasé par les roues, tu seras bousculé par des coudes, des paniers ou un poissonnier en colère qui gueule à propos d'anguilles avariées. Ensuite, il y a l'air, épais de fumée provenant des feux de cuisine, d'encens provenant des temples, de l'odeur des latrines publiques flottant dans la brise. Ah, et les animaux morts. Parfois, les gens les laissent juste là. Si un chien crève sur le forum, quelqu'un pourrait juste jeter un tissu dessus et s'en aller. Et n'oublie pas les spectacles publics, bagarres spontanées, protestations impromptues ou un défilé de politiciens qui bloquent la circulation pendant des heures pendant que des trompettistes soufflent des fanfares fausses juste devant ta gueule. Donc, oui, la rue romaine est vivante et bien décidée à t'avoir. Glisse sur une figue, fais-toi percuter par une charrette qui s'emballe ou offense accidentellement le singe de compagnie d'un patricien et ta journée pourrait se terminer plus vite que César aux Ides de Mars. Et toi, tu essayais juste d'aller acheter des lentilles. T'es en sueur, poussiéreux et tu meurs d'envie d'un peu d'eau fraîche. La bonne nouvelle, c'est que tu vis à Rome, une ville réputée pour ses aqueducs, ces magnifiques merveilles d'ingénierie qui transportent l'eau douce des collines directement au cœur de l'Empire. La mauvaise nouvelle, c'est que cette eau ne se soucie pas de toi. À moins que t'aies assez riche pour vivre dans une domus avec ta propre fontaine privée, tu partages l'eau avec des milliers de tes voisins les plus proches, qui toussent, éternuent et ne se lavent pas les mains. Tes options, les fontaines publiques, où tout le monde remplit ses jarres, se lave les pieds, occasionnellement, trempe un enfant pour le fun, ou l'hygiène. Et par hygiène, on entend une version mouillée de l'espoir. Si tu veux te laver, ta meilleure option, c'est les thermes, les bains publics romains. Il y en a partout et tout le monde les utilise. Ça a l'air civilisé, non? Mais voilà le truc, l'eau circule dans plusieurs bassins, sans savon, sans chlore et avec très peu de pudeur. Tu seras assis dans un bain tiède avec une douzaine d'autres hommes, dont aucun ne croit en la modestie. Les conversations sont bruyantes, politiques et occasionnellement nues. Un mec pourrait essayer de te vendre des chaussettes pendant qu'un autre se cure les oreilles avec un bâton. Et l'eau a déjà vu tout le monde. Si tu espérais te sentir propre, oublie. Tu marines dans les bactéries, avec un soupçon d'eucalyptus. Et petit fun fact, le système de plomberie utilise souvent des tuyaux en plomb. Oui, du plomb. Les Romains étaient obsédés par l'ingénierie, mais pas par la chimie. Avec le temps, cette plomberie intérieure pratique pouvait causer toutes sortes d'effets secondaires délicieux, comme l'anémie, la goutte, l'infertilité, si t'as vraiment de la chance, la folie. Tu veux boire quelque chose de plus sûr? Du vin. Sérieusement. L'eau est perçue avec suspicion, surtout dans les quartiers pauvres, où la contamination par les latrines et le ruissellement des rues est courante. Alors le vin est dilué et consommé tout au long de la journée par les hommes, les femmes et les enfants, parce quelle meilleure façon de survivre à un empire en ruine qu'avec une légère ivresse? Donc, oui, Rome a amené l'eau dans la ville avant que la plupart du monde ne sache ce qu'est un tuyau. Mais pour le citoyen moyen, c'est un pari à chaque fois que tu bois, te baignes ou te rinces les orteils. Profite de tes aqueducs, mais ne leur fais pas confiance. Bienvenue dans l'Empire romain, où la douleur n'est pas seulement une possibilité, c'est la musique de fond de toute ta vie. Tu te cognes l'orteil? Pas de glace, pas d'analgésique. Tu serres les dents et tu continues jusqu'à ce que ça guérisse, mal, ou que ça tombe.
Tu te casses un os? Tu l'enroules dans un chiffon sale et tu essaies de ne pas respirer trop fort. T'as une écharde? Bonne chance. C'est comme ça que les infections commencent et que tu pourrais finir romain. La société romaine n'est pas très axée sur le confort. Il n'y a pas d'outils ergonomiques, pas de sièges rembourrés, pas de concept de se la couler douce. Si t'es ouvrier, tu soulèves des briques avec une hernie et une prière. Si t'es soldat, tu marches 30 km par jour avec les pieds en sang et une morsure de scorpion sur la cuisse. Si t'es une femme en train d'accoucher, eh bien, bienvenue à l'agonie. Ta sage-femme connaît peut-être une incantation, c'est à peu près tout. Chaque partie de ton corps est à un faux pas de devenir une plaie ouverte ou un conte de mise en garde. Et à moins que tu vives près d'un temple avec un prêtre très dévoué, ta meilleure option, c'est les pommades faites maison, la fumée à base de plantes ou simplement ignorer le problème jusqu'à ce qu'il se résolve tout seul ou que tu sois résolu dans une tombe. L'anesthésie n'existe pas. Les opérations sont pratiquées pendant que tu cries dans un morceau de bois. Épaule démise? Elle est remise en place par un mec nommé Marcus, qui a appris en regardant quelqu'un d'autre échouer. Travail dentaire? Imagine un forgeron. Maintenant, imagine ta bouche. C'est la scène. Et si t'es esclave ou pauvre, les gens ne font même pas semblant de s'en soucier. Tu pourrais être en train de te vider de ton sang sur le bord de la route et le mieux que t'obtiendras, c'est ne tâche pas la mosaïque. Même les Romains de la classe supérieure considéraient la douleur comme une preuve de vertu. Le stoïcisme était la philosophie du jour. Endurer la souffrance sans se plaindre était considéré comme noble. Si tu pleurais à cause d'un bras cassé, t'avais pas juste mal, t'étais faible. Les vrais Romains souffrent en silence, puis écrivent de la poésie à ce sujet plus tard. Donc oui, la douleur est toujours sur la table et elle arrive généralement sans avertissement, sans remède et certainement sans sympathie. Sur cette note joyeuse, jetons un coup d'œil à ce qui se passe quand tu vas voir un médecin romain. Donc, tu t'es blessé. Peut-être que c'était la cloque infectée du travail d'hier ou peut-être que t'as essayé de te raser avec une lame en bronze et que maintenant ton menton ressemble à un terrain d'entraînement de gladiateurs. Quoi qu'il en soit, il est temps de consulter un médecin, ce qui, dans la Rome antique, consiste moins à guérir qu'à survivre à la tentative. Commençons par les bases. La médecine romaine est un mélange chaotique de théories grecques, de conjectures mystiques et d'une quantité surprenante de feuilles. La conviction fondamentale est que le corps est gouverné par 4 humeurs, le sang, le flegme, la bile jaune et la bile noire. Tu te sens pas bien? L'une d'entre elles est déséquilibrée. La solution? Drainer quelque chose. Alors ton médecin, qui peut ou non être ton barbier, se jette immédiatement sur les sangsues ou un couteau, parce que la saignée est le traitement par défaut pour tout, des migraines aux manquements moraux. T'as une toux? Ouvrons une veine. T'es déprimé? On va juste drainer un peu de tristesse de ton bras. Chirurgie? Oh oui, ça existe. Les chirurgiens romains avaient des scalpels, des pinces et même des perceuses à os. Ce qu'ils n'avaient pas, c'était des anesthésiques. Tu restes conscient pendant toute la procédure, agrippé au bord d'une table en bois pendant qu'un mec en toge sale fouille dans ta chair avec la confiance de quelqu'un qui a vu une fois un parchemin à ce sujet. Les antiseptiques? Pas vraiment une chose. Ils pourraient laver les plaies avec du vin ou du vinaigre, ce qui aide, mais brûle aussi comme une punition divine. L'infection est un effet secondaire courant, tout comme la mort. Les prescriptions varient considérablement. On pourrait te donner du miel, de l'ail, des scarabées écrasés ou un cataplasme fait d'herbes, de cendres et de types très spécifiques de fumier d'animaux. Si les choses empirent, on te conseille de dormir dans un temple, de prier Esculape et d'espérer que des rêves divins te délivreront ta guérison. Et si rien de tout cela ne fonctionne, eh bien, ton médecin hausse les épaules, ta famille allume une bougie et tes voisins commencent à murmurer sur le genre de présage que pourrait être ta mort. C'est pas que les Romains ne se souciaient pas de la santé, ils n'avaient juste pas encore tout à fait compris ce qui aidait. Et ce qui t'a probablement tué plus efficacement. Alors la prochaine fois que tu éternues, sois reconnaissant pour les antibiotiques modernes et de ne pas vivre dans un monde où la guérison commence souvent par une perte de sang. Après une longue journée de sueur, de sang et à éviter les charrettes, t'es affamé. L'heure du dîner, ou cena, comme disaient les Romains. Sauf que faut pas t'attendre à quelque chose de réconfortant. Commençons par ce qui n'est pas au menu,
pas de pizza, pas de pasta, pas de tomates, pas de pommes de terre, pas de chocolat, pas de sucre et absolument pas de café. Rien de tout ça n'avait été découvert ou importé à l'époque. C'est pas de la cuisine italienne, c'est de la survie comestible pré-italienne. Tu t'assois devant un bol en bois rempli d'un truc marron et vaguement chaud. C'est probablement du pulse, une bouillie d'épeautres, de haricots ou de lentilles. Ça a le goût de gravier mouillé avec une pointe d'herbe, si t'as de la chance. Sinon, ça a juste le goût de gravier mouillé sans l'herbe. Les protéines sont rares, sauf si t'as chassé, piégé ou pêché toi-même. La viande est chère et même quand t'en as, elle est souvent avariée. La cuisine romaine n'utilisait pas de réfrigération, alors la conservation se faisait avec beaucoup de sel, de fumage ou en la marinant dans du garum, une sauce de poisson fermenté qui sent l'océan mort et qui te brûle l'âme juste d'y penser. Si t'es d'humeur festive, il pourrait y avoir des légumes bouillis, du fromage dur ou une figue de temps en temps. Les riches romains dînaient avec des plats exotiques comme du flamand rose rôti, des loirs farcis ou de la méduse au vinaigre, des spécialités qui hurlent surtout. Regardez comme je suis riche et comme je me fous de vos papilles. Ton vin est coupé à l'eau, toujours. Boire du vin pur est considéré comme barbare. Mais t'inquiète pas, l'eau avec laquelle il est mélangé est probablement douteuse aussi, donc t'as juste à choisir à quelle vitesse tu veux tomber malade. Dessert ? Peut-être des fruits secs, peut-être des noix, ou peut-être que tu jeûnes parce que c'est un jour de fête en l'honneur d'un dieu qui fronce les sourcils devant la gourmandise. Dans tous les cas, tu ne termines pas la soirée avec un tiramisu. Y a pas de serviette, tu t'essuies les mains sur un tissu partagé avec 10 autres personnes, ou tu utilises ta tunique et tu fais comme si elle était propre. À la fin du repas, ton estomac est plein, mais mal à l'aise, et ton haleine sent l'ail, le vin et un léger désespoir. Mais au moins, t'as mangé. Maintenant, tout ce que t'as à faire, c'est survivre à la vie nocturne romaine. Et crois-moi, c'est pas une promenade de santé. Après une longue journée de crasse, de labeur et de sauce de poisson, t'espères peut-être un peu de loisir, quelque chose pour te faire oublier ton appartement en ruine et le caniveau à ciel ouvert dehors. Eh bien, bonne nouvelle, t'es à Rome, où le divertissement est partout. Mauvaise nouvelle, la plupart sont horribles. Commençons par l'événement principal, le Colisée, le joyau de l'ingénierie romaine et l'endroit où ton âme meurt tranquillement. C'est là où les foules se rassemblent pour regarder des hommes se poignarder pour le sport, des animaux sauvages dévorer des criminels et parfois, si l'empereur est d'humeur dramatique, reconstituer des batailles navales complètes avec de l'eau réelle et de véritables noyades. L'entrée est gratuite, ce qui semble généreux jusqu'à ce que tu réalises que c'est gratuit parce que l'État veut que tu sois distrait pendant que le Sénat augmente les impôts et annexe tranquillement l'Arménie. T'es assis, tassé entre des inconnus en sueur, en train d'applaudir un gladiateur qui perd un membre. Il y a du sang, du sable et des exécutions publiques occasionnelles avec un flair supplémentaire. T'applaudis, t'es pas sûr pourquoi, en te sentant un peu sensible. Tu préfères le théâtre ? Va à l'amphithéâtre pour une pièce romaine. Peut-être une tragédie écrite en latin que tu comprends à peine, ou une farce où la chute implique quelqu'un qui fait semblant de souiller Jupiter avec une saucisse. La subtilité n'est pas le point fort des Romains. Si t'as envie de sport, essaie le Circus Maximus. Les courses de chars sont rapides, palpitantes et régulièrement mortelles. Il n'y a pas de rails de sécurité, pas de casque et beaucoup de cris. Les accidents sont inévitables et spectaculaires, et la foule adore ça. Ils sont là pour la violence et les paris. N'applaudis pas la mauvaise équipe, à moins que t'aies prêt à te battre pour rentrer chez toi. Et puis il y a le divertissement de rue, cracheurs de feu, acrobates, musiciens, escrocs et un discours philosophique occasionnel d'un homme pieds nus qui n'a rien à perdre. Si t'aimes pas le spectacle, attends 5 minutes. Quelque chose d'autre ou quelqu'un d'autre va commencer à gueuler. Mais derrière tout ça, il y a une folie étrange et brillante. Rome ne se contentait pas de distraire son peuple, elle l'éblouissait pour lui faire oublier à quel point la vie quotidienne était brutale. Elle a fait des spectacles une arme. Et si ça ne t'engourdit pas assez, il y a toujours plus de vin. Maintenant, faisons une promenade à travers la justice, version romaine. Spoiler, c'est pas réconfortant. T'as survécu au travail, au dîner et à un gladiateur qui s'est fait empaler pour les applaudissements. Tu pourrais penser que t'es en sécurité maintenant, que tant que tu fais profil bas, la loi te protégera. Ah, c'est adorable.
À Rome, la loi ne protège pas, elle te rappelle que t'es petit, remplaçable et que la clémence est un luxe réservé au statut des empereurs. Tout d'abord, le statut juridique compte. Si t'es citoyen, t'as des droits. En théorie, tu ne peux pas être flagellé en public, à moins que quelqu'un d'important soit vraiment énervé et que tu aies un procès en bonne et due forme. Si t'es non-citoyen, la justice se présente sous la forme d'un poing, d'un fer rouge ou d'une exécution rapide à l'extérieur des portes de la ville. Les esclaves? Ce sont des biens. Si un esclave assassine son maître, même si le maître le méritait, tous les esclaves de la maison pourraient être exécutés, juste pour envoyer un message. Ce message? N'y pense même pas. Si t'es accusé d'un crime, ne t'attends pas à une conversation calme avec un avocat. Les procès sont du théâtre public. La partie la plus riche amène des témoins, des pots de vin et des gestes dramatiques. Toi, t'amènes ta tunique et un sentiment d'angoisse. Si tu pleures au bon moment, ça pourrait t'aider. Si t'as pas de mécène, prie Jupiter et espère que le magistrat n'a pas la gueule de bois. Les punitions sont conçues non seulement pour faire mal, mais pour dissuader. Les voleurs peuvent être marqués au fer rouge ou avoir les mains brisées. Les menteurs peuvent avoir la langue percée. La fraude, la flagellation publique ou l'exil, si t'as de la chance. Et si t'insultes l'empereur, c'est pas la prison, c'est la mort, généralement créative. Certains crimes nécessitent une punition publique, idéalement devant une foule qui applaudit plus fort que pour la décapitation du matin. La crucifixion est populaire, longue, lente, humiliante. Elle n'est pas réservée qu'à Jésus, c'est le traitement de base pour les rebelles, les voleurs et tous ceux dont l'État veut faire un exemple. Et souviens-toi, les forces de l'ordre ne sont pas là pour aider. Les vigiles sont la version romaine des pompiers et de la police, sous-payés, surmenés et souvent corrompus. Si t'es agressé, ils pourraient hausser les épaules. Si tu les soudoyais, ils pourraient t'aider à agresser quelqu'un d'autre. Donc oui, Rome a des lois écrites dans la pierre, récitées dans les forums, mais elles servent le pouvoir, pas la justice. Maintenant, parlons des dieux, parce que t'obéis pas juste aux hommes ici, t'es sur le territoire de Jupiter. Après avoir survécu aux rues et esquivé la justice romaine, tu pourrais espérer trouver du réconfort dans la religion, un peu de paix, un peu de spiritualité personnelle. Non, pas ici. Dans l'Empire romain, la religion n'est pas une affaire privée, c'est une institution, un nuage d'encens et d'obligations omniprésents qui enveloppe chaque instant de ta vie éveillée. Tu ne choisis pas tes dieux, ils te choisissent. Et il y en a tellement. Il y a un dieu pour tout, les charnières de porte, Cardéa, les égouts, Cloacina, les frontières, Terminus, et même la moisissure, Robigus. Tu ne peux pas faire 5 pas sans croiser un sanctuaire. Si tu ne t'arrêtes pas pour t'incliner, allumer une bougie ou marmonner une prière, t'es pas juste impoli, t'invites la catastrophe. Peut-être pas aujourd'hui, mais à terme. Et quand ton toit s'effondrera, tout le monde hochera la tête et dira « Ah oui, il a sauté l'offrande de Saturnalia ». Les fêtes religieuses remplissent le calendrier, des dizaines par an. Ces jours-là, les affaires s'arrêtent, les animaux sont sacrifiés et l'air sent le taureau rôti et le marbre mouillé. Tu y assistes par piété, mais aussi par peur, parce que si les dieux ne sont pas honorés correctement, ils riposteront avec des épidémies, des sécheresses ou une très mauvaise récolte qui ruinera l'approvisionnement en lentilles de tout le monde. Maintenant, parlons du culte de l'empereur. L'État veut que tu vénères l'empereur, non seulement comme un dirigeant, mais comme un dieu vivant. On s'attend à ce que tu offres de l'encens à son autel, que tu chantes ses louanges et que jamais, jamais tu ne lèves les yeux au ciel pendant une procession triomphale. C'est de la trahison par contiguïté. Si t'es pris à ne pas participer au culte public, disons que t'es un peu trop silencieux pendant les vestales ou que tu ne te présentes pas pour jeter des céréales dans la flamme du temple, tu pourrais être étiqueté impie, athée ou, pire de tout, suspect. La suspicion, à Rome, c'est comme le sang dans des eaux infestées de requins. Et si tu fais partie d'un culte étranger, tu ferais mieux de garder ça sous le boisseau, à moins qu'il ne soit officiellement approuvé. L'État n'aime pas les dieux inconnus, à moins qu'ils n'apportent du vin, des impôts ou de nouveaux soldats. La religion romaine n'est pas une question de croyance, elle est une question de rituel. Tu n'as pas besoin de le ressentir, tu dois juste le faire correctement, à temps et en public. Et tu ferais mieux de sourire pendant que tu sacrifies cette chèvre.
En parlant de performance sociale, escaladons le mât glissant de l'ambition romaine dans le prochain chapitre. T'as salué les dieux, évité une action en justice et survécu à un bain public sans contracter quelque chose de mythique. Mais voici la partie la plus épuisante de la vie romaine, la hiérarchie sociale, une machine brutale et finement réglée où chaque mot, chaque geste et chaque placement de sangle de sandale peut te faire réussir ou te briser. La société romaine est une échelle, mais elle est recouverte d'huile et bordée de poignards. Au sommet, il y a les sénateurs, des togatus avec de l'argent ancien, des rayures violettes et une propriété foncière si vaste qu'elle a son propre code postal. En dessous d'eux, les chevaliers, la classe d'affaires aisée. Ensuite viennent les plébéiens, comme toi, les classes moyennes et inférieures qui luttent. En dessous, les affranchis, les esclaves, les étrangers et le gars qui a accidentellement insulté une statue d'Auguste une fois. Tu veux grimper? T'auras besoin de mécènes, des individus puissants qui te protègent en échange d'une loyauté à vie, de courses, de faveurs et d'un vote occasionnel. C'est comme avoir un patron, un parrain et un propriétaire réunis dans un seul paquet charmant et condescendant. Chaque matin, tu visites la maison de ton mécène dans le cadre de la salutatio. Tu attends en ligne avec d'autres clients, tu fais l'éloge de sa coupe de cheveux, tu complimentes peut-être la toge de son fils, puis tu mendies une faveur, généralement de l'argent, de la nourriture ou une recommandation. Si t'as de la chance, il te jette une pièce et te laisse porter sa litière à travers le forum. Félicitations, t'es maintenant connecté. Chaque mouvement que tu fais est surveillé et jugé. Tes vêtements doivent être propres, pas à la mode, juste propres. Ton discours doit être correct. Tes amis soigneusement sélectionnés. Et quoi que tu fasses, ne montre pas d'ambition, ça rend les gens nerveux. Si tu t'élèves trop vite, les autres conspireront pour te faire redescendre, socialement ou littéralement. Le réseautage, c'est la guerre. Les potins sont une monnaie. Le mauvais commentaire lors d'un banquet peut mettre fin à ta carrière. Le bon mariage peut sauver toute ta lignée, mais tu ferais mieux de jouer prudemment. L'amour est pour les poètes, le reste de Rome se marie pour des alliances et l'accès au domaine. Et même si tu grimpes haut, ne deviens pas trop confortable. Une mauvaise récolte, un rituel manqué, un rival jaloux et c'est fini. Tu n'entendras même pas le poignard arriver. Maintenant, le soleil se couche. Les choses se calment sûrement la nuit, non? Pas à Rome. Le soleil se couche derrière les toits de Rome et pendant un instant, tu penses, peut-être que maintenant, enfin, je peux me reposer. Mais la nuit tombée dans l'Empire romain n'est pas un moment de paix, c'est un changement de ton, de bruyant et chaotique à sombre et carrément mortel. Tout d'abord, parlons de l'éclairage. Il n'y en a pas, à moins que t'aies assez riche pour brûler des lampes à huile toute la nuit, et rares sont ceux qui le sont. La plupart des gens comptent sur le clair de lune, la mémoire et l'espoir aveugle pour se frayer un chemin à travers les ruelles labyrinthiques de la ville. Si tu trébuches et que tu tombes, personne ne t'aidera. Il pourrait juste prendre tes chaussures. Les vigiles, les gardiens de nuit officiels de Rome, sont censés patrouiller dans les rues, prévenir les incendies et arrêter les crimes. En pratique, ils sont surmenés, sous-payés et souvent plus intéressés par la sieste que par l'héroïsme. Certains sont courageux, la plupart sont corruptibles et tous sont en sous-nombre. Les criminels le savent. Les voleurs, les agresseurs et l'ex-gladiateur ennuyé se baladent dans l'ombre à la recherche de proies faciles. Si tu rentres chez toi seul, t'es la proie facile. Peu importe qui tu es, à moins que t'aies armé, rapide ou invisible, t'es à risque. Et puis il y a le feu. La plus grande terreur nocturne de Rome. Les insulae, ces charmants appartements pièges mortels dans lesquels tu dors, sont faits de bois et de rêves. Cuisiner après la tombée de la nuit est illégal pour cette raison, mais les lois signifient peu pour un locataire affamé. Une seule lampe renversée peut réduire un bloc entier en cendres en quelques heures. Le grand incendie de 64 après. Jésus-Christ ne s'est pas déclenché tout seul, mais une fois qu'il l'a fait, il a fait rage comme Mars de mauvaise humeur. Tu pourrais penser que ton bâtiment est sûr, jusqu'à ce que tu sentes la fumée à minuit et que tu réalises qu'il n'y a pas de plan d'évacuation organisé. Tu attrapes ta seule tunique, ton pot de chambre et peut-être ta dignité, et tu cours pour sauver ta vie en bas d'un escalier qui s'effondre. Et si ce n'est pas le feu ou les voleurs, c'est le bruit. Les fêtes ivres résonnent dans les rues.
Les processions pour des dieux obscurs défilent avec des tambours et des cris. Et si la maîtresse d'un sénateur est contrariée, tous ceux qui se trouvent dans un rayon de 3 pâtés de maison le savent. Dormir dans la Rome antique est un luxe. Le silence est un mythe. Et la sécurité est réservée aux riches, aux armés et aux extraordinairement chanceux. Mais bon, le matin approche. T'as juste à survivre une nuit de plus et ensuite recommencer. Le soleil se couche sur Rome et avec lui, tu pourrais t'attendre à un moment de calme, une brise, un repas tranquille, peut-être même dormir. Réfléchis bien. Rome ne devient pas silencieuse la nuit, elle se transforme simplement en quelque chose de plus sombre, de plus bruyant et de plus dangereux. La ville ne dort jamais vraiment, elle rôde. Commençons par le feu. Les bâtiments romains, en particulier les hautes insulae en bois où vivent les pauvres, sont des boîtes d'allumettes qui attendent qu'une lampe à huile imprudente ou un feu de cuisson les transforme en cendres. Il n'y a pas de véritable service d'incendie, juste les vigiles, qui sont en partie pompiers, en partie gardiens de nuit, en partie concierges profondément sous-payés. Ils portent des seaux et espèrent. Si ton appartement prend feu, tu pourrais être secouru ou tu pourrais devenir un compte de mise en garde dans les potins de demain. Ensuite, il y a les voleurs, les coupeurs de bourse et les pickpockets qui traitent le clair de lune comme un permis de chasse. Les ruelles de Rome sont étroites et mal éclairées. Les torchers sont chers. Si tu dois marcher après la tombée de la nuit, tu le fais au toucher, à l'instinct, avec un peu de chance, pas tout seul. Ne porte rien de brillant, n'établis pas de contact visuel et, quoi que tu fasses, ne te fais pas prendre entre deux gladiateurs ivres qui se disputent au sujet de la sandale manquante de quelqu'un. En parlant d'ivrogne, la vie nocturne de la ville est en plein essor. Les tavernes débordent de vin bon marché, de musique forte et d'hommes qui hurlent de la mauvaise poésie sur Mars et les femmes qui n'impressionneront jamais. Des bagarres éclatent, des jeux de dés se terminent dans le sang et parfois, un noble en colère décide de régler une rancune en faisant battre quelqu'un par un esclave. Dans la rue, tu te caches dans l'ombre et tu fais semblant de n'avoir rien vu. Si t'es une femme qui marche seule, bonne chance. Rome n'est pas tendre avec les femmes non accompagnées après la tombée de la nuit. Les rues appartiennent aux désespérés, aux imprudents et aux dangereusement ennuyés. Essayer de dormir n'est guère mieux. Ton insula craque comme si elle pensait à s'effondrer. Des rats courent dans les murs. Ton voisin tousse comme une chèvre mourante. Quelque part à proximité, quelqu'un hurle, soit de passion, de meurtre, soit les deux. Tu presses ton visage contre un oreiller moite et tu pries Mercure pour le silence. Mais il n'y a pas de silence à Rome, pas pour toi. Parce que dans l'Empire romain, même l'obscurité est bruyante. Et quand l'aube viendra, tu devras tout recommencer. T'as réveillé dans une insula qui s'effrite, survécu aux toilettes publiques, à la circulation des chars, au carnage des gladiateurs, à l'empoisonnement au plomb, aux sangsues, aux fêtes religieuses, aux toits en feu et aux lentilles à moitié cuites trempées dans de la sauce de poisson fermentée. T'as salué des dieux que tu ne comprends pas, obéi à des lois qui ne te protègent pas et dormi à travers des émeutes, des rats et une décapitation publique occasionnelle. T'es sale, fatigué, peut-être infecté et émotionnellement marqué par l'éponge commune. Et ce n'est qu'un seul jour. Est-ce que tu durerais un autre jour? Honnêtement, non. La plupart des humains modernes, avec notre climatisation, nos antibiotiques et nos livraisons en 5 minutes, s'effondreraient à l'heure du déjeuner. T'abandonnerais avant le 2e round de Garum. Et pourtant, les Romains l'ont fait pendant des siècles. Parce que voici la chose rageante et magnifique, au milieu de toute cette saleté, cette brutalité et ce bruit, Rome fonctionnait d'une manière ou d'une autre. Ils ont construit des villes, des routes, des aqueducs, des bibliothèques, des temples et des amphithéâtres. Ils ont étendu leur empire à travers les continents. Ils ont administré des lois, développé la philosophie, cartographié les étoiles, pratiqué des opérations et inventé le béton. Ce béton, cette matière tient toujours mieux que la plupart des bâtiments modernes. Ils ont créé des systèmes qui ont façonné l'Europe et au-delà pendant 2000 ans. Le latin est devenu la racine de la moitié des langues que tu entends aujourd'hui. Leur architecture a inspiré des cathédrales, des parlements et des campus universitaires. Leur concept politique, république, sénat, pouvoir de veto, résonne encore dans les démocraties modernes. Mais cela a eu un coût. Pour le Romain moyen, pas les empereurs,
Pas l'élite qui se baigne dans le marbre, la vie quotidienne était une lutte acharnée. Et pourtant, ils ont enduré, ils se sont adaptés. Ils n'avaient pas le choix. Parce que Rome n'était pas faite d'or, elle était faite de sueur, de peur, d'ambition et de survie. Couche par couche, personne par personne, siècle par siècle sanglant. Et c'est pourquoi elle a duré. Toi, tu supplierais de retourner à la plomberie moderne et aux antihistaminiques au milieu de l'après-midi. T'échangerais toute ta bourse de denarii pour une douche chaude et une chaise avec un dossier. Et c'est d'accord. T'as pas besoin de survivre à la Rome antique. T'as juste besoin de la comprendre. Et peut-être, juste peut-être, d'apprécier que quelqu'un, quelque part, a un jour foulé ces mêmes rues sales et a aidé à construire l'Empire pour que tu puisses être assis ici aujourd'hui, propre, en sécurité et légèrement horrifié. Imagine être une princesse Parthe au IIe siècle avant notre ère. T'as du sang royal dans tes veines, un nom digne d'une légende, Rodogune, et plus important encore, tu vis dans un monde où ta famille passe plus de temps à combattre des rebelles qu'à organiser des dîners. Rodogune n'est pas née dans la paix et les perles, elle est née dans le courage, les chevaux et la possibilité constante que quelqu'un puisse empoisonner tes dates. Son père, Mithridate II, n'était pas un roi paresseux. C'est lui qui a fait passer la partie d'un royaume frontalier poussiéreux à un empire redoutable qui allait un jour se battre avec Rome. Mais l'expansion vient avec des problèmes, à savoir des rébellions, des trahisons et ses voisins qui n'acceptent tout simplement pas que ton armée possède maintenant leur arrière-cour. En tant que jeune femme, Rodogune aurait grandi en regardant des envoyés se disputer, des commandants dessiner des cartes dans le sable et des scribes du palais essayer de suivre qui était loyal cette semaine. Elle n'a pas seulement été formée à la soie et aux cérémonies. Elle a appris l'art de gouverner, la présence de commandement et comment porter une armure qui ne détonnait pas avec ses boucles d'oreilles. Il est important de comprendre le rôle des femmes Parthes ici. Bien que n'étant pas toujours mises en lumière, les femmes nobles Parthes n'étaient pas étrangères au pouvoir. Certaines gouvernaient des villes, d'autres complotaient des alliances dynastiques et quelques-unes, comme Rodogune, sont devenues des légendes, non pas pour qui elles ont épousé, mais pour qui elles ont vaincu. Et vaincre, elle l'a fait. Mais cette partie vient plus tard. À ce stade de sa vie, le nom de Rodogune était déjà connu. Elle était un symbole, non seulement d'une lignée royale, mais de fierté Parthe. Elle portait avec elle l'attente qu'elle épouserait un roi ou qu'elle deviendrait roi dans l'esprit. Elle ne semblait pas satisfaite de rester en marge pendant que les villes brûlaient ou que les provinces se rebellaient. Alors que la plupart des dames royales se faisaient huiler et parfumer, Rodogune était probablement en train de réviser les rapports militaires et la logistique de la cour. Elle n'avait pas le temps pour la vanité. Et le destin a voulu qu'elle fasse un jour un vœu qui impliquait de ne pas se laver les cheveux tant qu'une rébellion ne serait pas écrasée. Spoiler, ça a pris du temps. Mais avant d'arriver à ce moment de couronne poussiéreuse, nous devons comprendre quel genre de rébellion ose provoquer une princesse qui préférerait diriger des troupes plutôt que de porter de l'or. L'Empire Parthe, aussi grandiose qu'il apparaisse sur une carte, était plus du ruban adhésif que du marbre. S'étendant du golfe Persique aux confins de la Mésopotamie et au-delà, il était cousu ensemble par des mariages, des serments et l'épée occasionnelle fermement pressée contre le cou de quelqu'un. Donc, quand une rébellion a éclaté dans les provinces occidentales, probablement en Médie ou en Babylonie, ce n'était pas vraiment surprenant. Ce qui était surprenant, c'était l'audace des rebelles. Ce n'étaient pas seulement des fraudeurs fiscaux mécontents. C'étaient des aristocrates à part entière et des chefs de ville en colère contre le pouvoir central et peut-être enhardis par le jeune âge ou l'absence d'un homme royal chargé de faire respecter l'ordre. Ils n'ont pas seulement piqué une crise, ils ont pris des forteresses, réduit au silence les envoyés Parthes et ont essentiellement dit à la couronne d'aller polir ses propres sandales. Maintenant, dans des circonstances ordinaires, le roi aurait envoyé un général ou un cousin avec trop d'ambition et trop peu de cervelle. Mais ce n'étaient pas des circonstances ordinaires. Pour des raisons encore débattues par les historiens, peut-être le timing, peut-être la logistique, peut-être le pur défi royal, Rodogune elle-même a pris le commandement. Et pas seulement dans l'abstrait, genre « j'approuverai les plans de bataille ». Non, elle est montée à cheval, a enfilé une armure et a fait un vœu public qui allait devenir légendaire, elle ne se laverait pas, ne se peignerait pas ou ne s'occuperait pas autrement de ses cheveux tant que la rébellion ne serait pas écrasée. C'était audacieux, c'était dramatique, c'était franchement un cauchemar pour les stylistes de la cour. Mais ce vœu,
aussi dramatiques qu'ils paraissent, n'étaient pas de la vanité. C'était une déclaration, un symbole visuel qui liait sa dignité personnelle au sort de l'Empire. Chaque fois que quelqu'un voyait ses cheveux emmêlés et couverts de poussière, on lui rappelait « Ce n'est pas fini tant que nous n'avons pas gagné ». Et ça a marché. Les soldats se sont ralliés. Les troupes n'ont pas juste vu une princesse, elles ont vu un commandant qui laissait littéralement sa beauté se décomposer avec la guerre. Elle incarnait la résilience parthe, celle qui ne s'appuyait pas sur les trônes, mais sur les épines, la poussière et la sueur. Pendant ce temps, les rebelles ne savaient probablement pas s'il fallait rire ou paniquer. Ils s'attendaient à un général, peut-être un diplomate. Au lieu de cela, ils ont eu une femme furieuse et non lavée qui fonçait droit sur leur porte avec de l'acier dans les yeux et pas de temps pour un après-shampoing. Et pire, elle était sérieuse. Quand Rodogun a quitté la capitale, elle n'était pas escortée d'un somptueux défilé de cour ou aspergée de pétales de rose. Elle était accompagnée de cavalerie, de courage et du poids d'un empire qui avait besoin que ses rebelles soient écrasés comme une figue trop mûre. Et elle avait l'air de ça. Fini les signes de délicatesse courtoise. Ses cheveux, notoirement mal coiffés, ont commencé à prendre vie, pendant comme une bannière de détermination déchirée par la guerre. Dans un monde obsédé par les apparences, elle a transformé la sienne en une arme. La campagne n'a pas été rapide. Ce n'était pas un seul siège facilement résolu avec un pot de vin et un bélier. Les villes rebelles étaient fortifiées et confiantes. Elles s'attendaient à une hésitation du pouvoir central, pas à une femme aguerrie galopant dans la poussière avec le feu dans le regard. Mais Rodogun n'a pas hésité. Ses instincts militaires étaient vifs, peut-être plus vifs que ceux de nombreux hommes qui avaient dirigé avant elle. Elle a employé des stratégies parthes classiques, mobilité, retraite feinte et raids éclairs. Ses forces apparaissaient au bord d'une ville tenue par les rebelles, disparaissaient comme de la fumée et revenaient un jour plus tard d'un flanc inattendu. Des rapports suggèrent que ses soldats l'admiraient, non seulement comme un symbole, mais comme une tacticienne. Elle ne montait pas derrière les lignes, elle était au front, de la terre sous les ongles et de la fureur sous son casque. Et au fil des semaines, ses cheveux aussi. On dit qu'au 3e mois, les mèches avaient commencé à se nouer en cordes pleines de poussière et de sueur et des murmures de prières de chants de bataille. Mais cela ne la rendait que plus terrifiante pour ses ennemis et plus vénérée par ses hommes. Les rebelles l'appelaient la reine sorcière, non pas parce qu'elle pratiquait la magie, mais parce qu'aucune femme noble ne devrait se battre sur le terrain et refuser un bain. Sûrement, raisonnait-il, quelque chose de surnaturel était à l'œuvre. Mais il n'y avait rien de magique là-dedans, juste une discipline implacable. Au moment où son armée a assiégé le dernier bastion rebelle, la légende avait grandi plus vite que la rébellion. Dans les tavernes et sous les tentes, les soldats plaisantaient en disant que l'ennemi n'avait pas peur des épées parthes, ils avaient peur que Rodogun ne se lave jamais plus. Et à vrai dire, ils n'avaient pas tout à fait tort. Le dernier bastion de la rébellion se dressait, une ville fortifiée réputée impénétrable où les chefs rebelles s'étaient retranchés comme des tiques sur un chien. Des provisions avaient été amassées, des archers alignés sur les parapets et les portes avaient été renforcées avec le genre de confiance suffisante que seuls les traîtres possèdent. Ils croyaient pouvoir survivre à Rodogun. Grosse erreur. À présent, son apparence était légendaire. La nouvelle s'était répandue, non seulement dans l'Empire, mais aussi en territoire ennemi. La femme qui ne veut pas se laver, murmurait-il, est arrivée. Certains disaient que ses cheveux s'étaient transformés en fer, d'autres affirmaient qu'elle n'avait pas dormi depuis des semaines. Les mythes s'accumulaient comme des échelles de siège. Mais Rodogun n'était pas un mythe. Elle était réelle et elle avait des tactiques. Au lieu de lancer un assaut imprudent, elle a opté pour un siège lent et punitif. Couper les routes commerciales, intercepter les messagers, empoisonner les puits. Les rebelles s'étaient préparés à une bataille d'épée, au lieu de cela, ils ont eu la famine. Elle a fait du temps lui-même une arme, laissant ses ennemis pourrir de l'intérieur. Et pendant tout ce temps, elle campait à l'extérieur de la ville avec ses soldats. Juste un autre commandant sous les tentes de toile. Elle partageait leurs repas, du pain granuleux et du vin tiède. Elle inspectait leurs armures. Elle dirigeait les patrouilles. Et elle, malgré toutes les occasions, refusait même de toucher un peigne. Pour ses soldats, le vœu était devenu sacré. Personne n'osait suggérer qu'elle le rompe, même en plaisantant.
C'était devenu une incarnation vivante de la fierté parthe, un symbole que leur souffrance n'était pas vaine. Chaque mèche emmêlée était un rappel, nous sommes toujours dans ce combat. À l'intérieur de dans la ville rebelle, le moral s'effondre. Ils s'attendaient à démoraliser l'ennemi en tenant bon, mais c'est eux qui ont commencé à se flétrir. Leurs propres commandants ont commencé à se disputer. La nourriture s'est raréfiée. Des rumeurs de désertion ont commencé à se répandre comme des fissures à travers la pierre. Et puis vint le point de rupture. Une petite porte laissée sans surveillance pendant 1 heure à peine, peut-être par fatigue, peut-être par sabotage, a été trouvée par l'un des éclaireurs de Rodogun. Cette nuit-là, sous le couvert de l'obscurité et du vent, ces forces se sont infiltrées et ont ouvert les portes principales de l'intérieur. Au matin, la ville était sienne. Et Rodogun, le visage strié de sueur et de cendres, se tenait au sommet des remparts, non lavée, victorieuse et totalement terrifiante. La victoire n'a pas été déclarée avec des trompettes ou des défilés, elle a été déclarée avec de l'eau. Après des mois de poussière, de batailles et de poursuites incessantes, Rodogun s'est tenu devant son armée, non pas en robe royale, mais dans la même tenue de champ de bataille qu'elle portait depuis le début de la campagne. Son armure portait des bosses des lames rebelles, son visage était marqué par le soleil et la tension. Et ses cheveux sauvages, emmêlés et sales, pendaient maintenant dans son dos comme une crinière de lion faite de fils de fer et de légendes. Mais elle l'avait fait. Chaque ville rebelle était tombée. Chaque parjure avait été rabaissée. Et maintenant, son vœu étant achevé, elle pouvait enfin faire ce que personne dans l'Empire n'avait osé tenter de précipiter. Elle pouvait se laver les cheveux. Selon la tradition et les récits ultérieurs transmis par l'histoire orale, Rodogun a convoqué ses servantes, non pas dans une chambre dorée, mais dans une cour publique. Elle voulait que ses soldats, ceux qui avaient saigné à ses côtés, soient témoins de ce moment. Des bassins ont été remplis, des huiles ont été chauffées, des peignes ont été sortis du stockage comme des reliques sacrées. Et puis, sous le ciel ouvert, la princesse guerrière de Parthie, couverte de la crasse de la guerre, a commencé à enlever des mois de rébellion. C'était symbolique. Chaque nœud dénoué était une autre ville reconquise. Chaque rinçage d'eau sur son cuir chevelu emportait la défiance imbibée dans la terre, comme si la terre elle-même avait été restaurée. Certains disent qu'elle a pleuré, d'autres disent qu'elle a ri. Mais ce que personne n'a contesté, c'est le silence parmi les troupes alors qu'elle regardait. Des hommes endurcis, marqués et brûlés par le soleil, se tenaient comme des statues alors que Rodogun émergeait de son rituel transformé. Aucune couronne n'a été placée sur sa tête, elle n'en avait pas besoin. La poussière était devenue son diadème. L'acte de ne pas se laver était devenu plus puissant que n'importe quel bijou. Et à ce moment-là, la Parthie n'avait pas seulement une princesse, elle avait un symbole. Elle aurait pu retourner à la cour en triomphe, laisser les scribes composer des odes flatteuses, permettre aux nobles de se prosterner en louange. Mais elle n'est pas retournée précipitamment au luxe. Elle est restée avec ses troupes un peu plus longtemps. Elle a dîné avec eux. Elle les a écoutés. Elle savait que sa légende ne faisait que commencer, mais elle ne voulait pas qu'elle soit forgée dans l'or, elle voulait qu'elle soit forgée dans la mémoire. Après le lavage de cheveux qui est devenu un événement pour les âges, Rodogun aurait pu se rendre directement à la capitale avec faste, bannière et assez de propagande pour durer un siècle. Mais elle ne l'a pas fait. Au lieu de cela, elle a pris le long chemin du retour, visitant délibérément les villes qu'elle avait reconquises une par une, marchant dans leurs rues, inspectant leurs défenses et s'assurant qu'aucune braise de rébellion ne brillait encore sous les cendres. Ce n'était pas une simple cérémonie, c'était une stratégie. Rodogun connaissait le danger de la victoire, la rapidité avec laquelle elle pouvait fondre dans la complaisance. Les empires ne tombent pas seulement à cause de la défaite, ils tombent à cause de l'oubli de la raison pour laquelle ils se sont battus en premier lieu. Elle voulait que les rebelles et les loyalistes comprennent que la force parthe n'était pas seulement la cavalerie et la monnaie, elle était incarnée dans sa présence même, une femme qui choisissait les épreuves au confort et gagnait la loyauté par l'exemple, pas par décret. Et la loyauté, elle l'a reçue. Partout où elle allait, les gens se rassemblaient, non pas pour regarder la royauté, mais pour la contempler avec admiration, non pas polie, non pas parfumée, mais réelle. Elle n'apportait pas la peur, elle apportait la responsabilité. Elle demandait des rapports, entendait les plaintes, payait les fournitures de son propre coffre de guerre.
Elle récompensait les villes qui étaient restées loyales et offrait la clémence, prudemment, avec précaution, à celles qui se repentaient. Au moment où elle atteignit la cour royale, son retour était déjà devenu une légende. Les scribes se sont précipités pour enregistrer son histoire, les artistes se sont disputés sur la façon de la capturer, aux cheveux sauvages et usés par la bataille ou rayonnante et renaissante. Les ministres chuchotaient sur les implications, une femme commandant des armées, respectant des serments et se tenant maintenant au cœur du pouvoir part avec la loyauté de la moitié des provinces dans sa main. Et voici le dilemme, que faites-vous d'une princesse qui est plus populaire que la plupart des rois ? Certains ont exhorté à ce qu'elle soit mariée, comme si cela allait contenir son influence. D'autres voulaient qu'elle soit placée à la tête des défenses frontalières en permanence. Mais Rodogune ne semblait pas préoccupée par les titres ou la politique. Elle avait prouvé ce qu'elle avait besoin de prouver. Le champ de bataille avait été son trône, la poussière sa couronne et son nom déjà gravé dans le cœur des soldats et des citoyens n'avaient besoin d'aucune inscription royale pour perdurer. Elle n'avait pas besoin d'un couronnement, elle avait déjà été couronnée, non pas avec de l'or, mais avec l'histoire. Dans les mois qui ont suivi sa campagne, Rodogune n'a pas recherché les projecteurs, mais ils l'ont suivi quand même. Elle est devenue un sujet de poésie, de sculpture, de potin et d'admiration, non pas parce qu'elle l'exigeait, mais parce qu'elle l'avait mérité. Chaque soldat qui avait combattu sous son commandement est revenu avec une histoire et chaque histoire l'a rendue plus grande, plus durable, plus intouchable. Pourtant, dans les salles du palais de parti, où la politique rampait comme des serpents derrière des rideaux de soie, son silence était troublant. Elle ne se vantait pas, elle ne faisait pas de lobbying, elle ne demandait pas de titre ou de terre. Au lieu de cela, elle observait, écoutait et comprenait. Le vrai champ de bataille n'avait fait que passer des murs de pierre aux conversations chuchotées. Même le roi, son père ou peut-être son frère, selon le moment exact dans la chronologie dynastique par temps mêlé, devait faire preuve de prudence. Rodogune n'était pas seulement populaire, elle était respectée d'une manière que peu d'hommes à la cour pouvaient égaler, non pas adorée pour sa beauté ou sa lignée, mais pour son leadership, pour son commandement. Elle avait transformé son vœu en politique, sa saleté en folklore. Et pourtant, le silence qu'elle gardait était aussi délibéré que n'importe quelle manœuvre militaire. Elle ne disait pas aux autres ce qu'elle prévoyait ensuite parce que peut-être même elle ne le savait pas. Pour la première fois depuis des années, elle ne se battait pas, elle ne commandait pas de troupes ou ne déjouait pas des rebelles. Elle était immobile. Et cette immobilité en troublait beaucoup. Que fait une femme qui a conquis sans couronne ? Une théorie parmi les historiens est que Rodogune a utilisé ce silence comme levier. Sa présence seule, chaque hochement de tête ou coup d'œil forçait des décisions. Les fonctionnaires hésitaient à proposer une mauvaise politique de peur qu'elle ne fronce les sourcils. Les généraux retardaient les campagnes en espérant qu'elle puisse intervenir. Son silence n'était pas passif, c'était un outil. Elle avait découvert que ne pas parler pouvait être plus puissant que parler. Et donc, elle est restée une légende vivante, parcourant les couloirs du palais, ses cheveux fraîchement lavés tressés non seulement avec des fils d'or, mais dans la mémoire. Son existence même remettait en question les normes. Elle avait prouvé que la puissance parthe ne se limitait pas aux mains masculines. Elle pouvait entrer au combat avec des cheveux emmêlés et revenir avec des villes à ses pieds. Et tout ce qu'elle avait à faire maintenant, c'était attendre. Parce que parfois, le plus grand mouvement est de ne pas bouger du tout. Au fil des années, le nom de Rodogune s'est lentement estompé des archives formelles. Les scribes partent, plus désireux d'élever les rois et les dynasties que les princesses guerrières indisciplinées, ont commencé à minimiser sa campagne. Le silence qu'elle avait autrefois utilisé comme une arme est maintenant devenu l'excuse de l'effacement. Aucun grand mausolée n'a été élevé en son nom, aucun poème épique commandé par l'État n'a porté son visage sur des rouleaux dorés. Mais c'est ça la vraie légende, elle n'a pas besoin de permission pour survivre. Dans les avant-postes où son armée avait marché, dans les villages qu'elle a épargnés, son nom est resté un sort chuchoté. Les mères racontaient ces histoires à leurs filles, pas comme un conte de fées, mais comme un avertissement à tout homme qui sous-estimait une femme avec une mission. Les soldats récitaient ces tactiques comme s'il s'agissait de textes sacrés. Et les rebelles, eh bien, même des décennies plus tard, ils parlaient encore d'elle comme si elle pouvait revenir de la poussière avec des cheveux flottants comme des bannières de guerre. Il y a quelque chose de profondément troublant chez quelqu'un qui enfreint toutes les règles de son temps et gagne toujours.
Rodogune ne se contentait pas d'être une décoration à la cour. Elle ne jouait pas de la flûte, ne peignait pas d'oiseaux ou ne pratiquait pas l'art raffiné d'être tranquillement ignorée. Elle a brûlé à travers son temps comme une comète et a ensuite disparu tout aussi rapidement. Les historiens ont débattu de ce qu'elle est devenue. Certains pensent qu'elle s'est retirée de la vie publique, choisissant la paix à la politique. D'autres pensent qu'elle est restée une conseillère dans l'ombre, façonnant la stratégie parte derrière le voile de l'anonymat. Quelques romantiques affirment qu'elle est sortie une dernière fois pour régler un différend frontalier et a disparu dans la légende, jamais confirmée, jamais démentie. Mais ce qui est certain, c'est que son héritage a perduré là où il importait le plus, dans le peuple. Elle n'a peut-être pas porté la couronne, mais elle a régné d'une manière qu'aucun diadème ne pourrait jamais. Elle a redéfini ce que signifiait la loyauté. Elle a montré qu'un vœu, même un vœu aussi étrange que celui de refuser de se peigner les cheveux, pouvait être aussi contraignant qu'un décret royal et beaucoup plus inspirant. Et bien que les livres d'histoire puissent ne lui offrir qu'une note de bas de page, la poussière de partie se souvient encore d'elle. Parce que vous n'avez pas besoin d'une statue de marbre pour être éternel, vous avez juste besoin de respecter votre vœu et de gagner. Des siècles après sa mort, l'histoire de Rodogune reste un paradoxe, bien connu en chuchotement mais insaisissable à l'encre. Aucune statue imposante ne porte sa ressemblance, aucune tombe royale ne chante ses louanges en pierre sculptée. Mais dans la mémoire collective de ceux qui admirent la rébellion, l'endurance et la férocité de principe, elle est immortelle, pas comme les rois sont remémorés, mais comme les forces de la nature le sont. Elle n'a pas